Arrivé sur le site, que la légende appelle depuis le XVIIe siècle Temple de Vénus, vous êtes dans un espace chargé d'histoire que les habitants ont occupé dès l'âge du bronze. Au débouché du ruisseau de la Carrieras, dans l'anse-la-Muse abritée de l'étang, où les cartes anciennes localisent le port, il faut imaginer qu'il y a presque 3000 ans, sous les premières maisons du lotissement actuel au lieu-dit Port-Alviel, un village vit au bord de l'étang. Sa population d'agriculteurs, éleveurs, pêcheurs exploite les terres des plateaux alentours et les ressources de la lagune salée. Des restes de poissons et de coquillages, moules et huîtres, ont été retrouvés dans les maisons aux murs faits de torchis et de roseaux, déjà bien présents dans le paysage. Vous vous demandez peut-être si l'environnement et le milieu naturel, facilement accessibles aujourd'hui grâce aux données des satellites, ont beaucoup changé, et si à l'époque romaine, la couverture végétale et arborée était plus dense, si on était là au bord de la mer ou d'une lagune, si le niveau des eaux permettait la navigation. L'étude de la faune archéologique, nettement marine, et des sondages géotechniques opérés dans les temps disent clairement que c'est dans une ria largement ouverte sur la mer que prospérait le Portus Veneris. Ce port de Vénus, qui a donné son nom au village de Vindre, est cité pour la première fois au IVe siècle de notre ère par le poète Ausone qui vante les huîtres qu'on y produisait déjà. Depuis, les processus de comblement, relevés à plusieurs époques et que vous voyez aujourd'hui bien avancés, ont été considérablement accélérés par les sédiments apportés par l'Aude qui a plusieurs fois changé de lit depuis le XIVe siècle. Les cartes anciennes, dès le XVIIe siècle, montrent l'ampleur des variations et des atterrissements qui ont modifié ces milieux humides, très mobiles et fragiles. Ils constituent aujourd'hui de véritables conservatoires qui abritent des espèces rares et menacées. L'écosystème lagunaire romain n'est pas connu avec précision, mais au bord de l'eau, où œuvraient pêcheurs et autres ramasseurs de coquillages, tamaris, roseaux, phragmites, renoncules aquatiques, hébergeaient déjà échassiers et canards. Sur les collines où voisinaient cultures et garrigues, que l'agriculture gallo-romaine a contribué à dégrader, poussaient chênes kermès ou chênes verts, thym et pistachiers lentisques. Après la conquête romaine, vers la fin du second siècle avant notre ère, une ferme familiale s'installe. Le pourtour de la ria se peuple progressivement de nouveaux habitats, connus par prospection, d'abord des fermes, puis des villas domaniales qui les remplacent au 1er siècle de notre ère. Chez Vénus, implanté sur le chemin de terre qui suit l'ancienne voie de circulation reliant la ria à la voie domitienne, le matériel archéologique dispersé sur plus d'1 hectare, éléments de bâti et de décor, céramique, monnaie, a localisé l'habitat toujours sous terre, mais qu'on repère clairement sur les photographies aériennes anciennes. Ces données ont permis de construire une hypothèse pour restituer la physionomie de la villa et pour proposer un agencement des bâtiments en 3 dimensions. On ignore le nom du maître de la villa de Vénus, attesté, elle, au Xe siècle. Mais, qu'il soit italien ou gallo-romain, on est sûr de son rang social et de sa richesse. La maison du maître, la pars urbana, se reconnaît à ses nombreuses pièces, organisées autour de cours intérieures, bordées de portiques et agrémentées de bassins. Fragments de marbre, tesselles de mosaïques de diverses couleurs, morceaux d'enduit peint, dont les motifs animaient les murs, disent le luxe de l'ensemble.
À proximité immédiate, les bâtiments d'exploitation de la Pars Rustica, avec sans doute un port privé, comprennent les logements des travailleurs et les installations techniques nécessaires aux activités agropastorales et marines. Pêche et cueillette des coquillages, documentée par les huîtres et pectènes, massivement présents sur les sites voisins ou même plus lointains, prospéraient à côté des activités agricoles. Les vestiges de conteneurs retrouvés ici impressionnent. Des amphores, et surtout des dolias, ces grandes jarres qu'on enterrait dans les caves où le vin était élevé. Mais les pressoirs et lichets, structures indispensables au traitement et au stockage des vendanges, ne sont pas documentés. Le domaine de Vénus a été remanié à la grande époque du premier boom viticole qu'a connu le Biterrois dans les années 80 de notre ère. C'est le moment en tout cas où les maîtres du domaine de Vénus ont décidé de s'offrir un véritable quartier thermal à la pointe la plus avancée dans l'Aria, quand la mode de s'équiper d'espaces balnéaires se répand chez les notables de la région. Le choix du promontoire, qui domine le paysage d'1,50 m, permet à la fois d'être vu et de voir au plus loin. Et c'est un véritable programme éco-architectural qui a fait de cette extension une vitrine pour le propriétaire du moment, manifestement soucieux de suivre au plus près les modèles en vogue en Italie. Un écrin de verdure, adapté à la topographie, devait assurer la liaison depuis l'habitation par une coulée verte où s'étiraient, sur 150 mètres, des portiques, des jardins, des allées de cyprès, des taupières et même de la vigne en treilles près des coins repos. Des coins qu'animent des statues ou de petits hôtels honorant des divinités choisies, ou encore des bassins qui introduisent déjà au plaisir de l'eau. Aujourd'hui recouverte, la seule partie conservée en élévation s'étendait sur plus de 600 mètres carrés, une ampleur impressionnante qui a concentré, avec la majesté des constructions encore visibles au début du XVIIe siècle, la mémoire des lieux et qui a nourri le mythe du temple tout au long des siècles. La première mention connue du site, après les premières explorations dues à Dominique de Bonzy vers 1619-1621, figure sur le dessin à l'encre de Pierre Barral de Metz, peintre des consuls de Béziers. Cet impressionnant croquis d'1 mètre sur 60 cm porte d'emblée la bonne interprétation des termes dans une représentation déjà proche d'une vue en 3D. Il est inséré dans le manuscrit d'Anne de Ruhlmann, aujourd'hui conservé aux Archives nationales. Pour autant, au début du XXe siècle, la légende l'a emporté sur l'histoire quand le propriétaire des lieux a conduit d'importantes fouilles pour retrouver le temple imaginaire. Elles ont permis de lever un plan utile, mais détruit aussi une partie des structures et des informations. En 2008,
La fouille menée par le parc culturel du Biterrois, revenant sur cette interprétation fautive, a mis au jour piscines et pièces thermales, aujourd'hui recouvertes pour assurer leur protection. Le sommet du promontoire, entaillé sur 1,60 m puis nivelé, a été aménagé en podium, en créant différents niveaux qui ont produit un étagement harmonieux des pièces. Ce dispositif, qui multipliait les points de vue sur la mer, accroissait aussi la visibilité de l'ensemble, tant depuis le large que des divers domaines qui peuplaient les rives de l'étang. Sur la partie la plus haute, l'entrée du complexe thermal devait ouvrir vers le vestiaire. Même si l'usage était plutôt de commencer par les soins de propreté dans le secteur chauffé, il était aussi praticable à son gré. En sortant du vestiaire, la logique du dispositif des lieux conduisait à traverser les pièces froides et tièdes, avant de prendre aussitôt à droite vers la salle réservée aux premiers soins de propreté, où les strigiles sont mis à disposition pour gratter le corps et nettoyer la peau de ses impuretés. De là, on passe dans le secteur chauffé, où l'alimentation en eau chaude et le chauffage sont assurés par les fours des 2 chambres de chauffe. C'est une technique sophistiquée et onéreuse, assez tôt répandue dans la province et en Biterrois, qui permettait à l'air chaud de circuler à la fois en sous-sol, entre les pilettes d'hypocauste et les canalisations de briques insérées dans les murs. Tel qu'on peut le restituer, les baigneurs devaient commencer leur parcours dans l'étuve chaude, équipée d'une banquette et pourvue d'un bassin, où on puisait l'eau pour asperger le sol quand l'atmosphère devenait trop sèche, comme dans un sauna. En transitant par le tépidarium, on poursuivait en atmosphère chaude en montant vers le grand caldarium où la température plus forte encore et l'immersion dans l'une des baignoires assurent une détente totale. Là, rien ne manque des objets nécessaires à la toilette qui sont mis à disposition dans cette pièce au décor choisi. Les coquilles que vous voyez sur les murs et les corniches, identiques à celles qu'on peut ramasser sur la plage voisine, rappellent la nature toute proche. Sur le sol, un tapis de mosaïque crée, avec les paysages exotiques que déroulent les murs, l'illusion d'une nature de rêve inondée de soleil qui entre par les larges baies vitrées. Au sortir du caldarium, la transition douce qu'assure au corps l'atmosphère de la pièce tiède s'amorce dans ce tépidarium où les massages peuvent encore compléter le bien-être du bain de délassement. En poursuivant le parcours, on descendait dans la pièce froide, le frigidarium, plus petite et légèrement en contrebas, où on pouvait encore recevoir des soins et onctions dans une température prévue pour rendre à la peau son tonus avant de plonger dans la grande piscine. Cette natatio, incomplètement retrouvée, impressionne par les dimensions du bassin, proche des piscines actuelles, 9 mètres de long sur 5,4 de large et près de 2 mètres de profondeur. Le marbre blanc, retrouvé là en abondance, brillait dans cet espace baigné de soleil où s'ouvraient des salles de service et de repos décorées de mosaïques colorées pour achever la mise en forme. Au sortir des thermes, la curiosité vous entraîne peut-être à descendre jusqu'à l'imposante construction ronde restée longtemps énigmatique. Installée au plus près du rivage, directement sur le sable, avec ses murs massifs et le puissant béton hydraulique de son sol, bâti pour contenir de grandes quantités d'eau, elle n'a pas fini d'interroger. À l'intérieur, où un massif maçonné exclut l'hypothèse d'une piscine de loisirs, la présence de colonnes, visibles sur le dessin du XVIIe siècle et retrouvées au XXe, permet aujourd'hui d'avancer une hypothèse et d'identifier là un vivier d'agrément.
La présence de cet équipement de luxe, l'ampleur des bâtiments thermaux et le prestige d'un site de promontoire, véritable repère pour la navigation, se conjuguent pour conforter l'hypothèse qu'il s'agit là d'une de ces riches villas maritimes qui prospèrent au 1er et 2e siècle de notre ère sur le littoral méditerranéen et se prolongent chez Vénus jusqu'à l'aube du Moyen Âge.